fera circuler le micro-baladeur par le responsable du protocole. Et de manière organisée, on prendra... Non, allez-y. Vous avez suffisamment entendu, donc je crois que je peux aussi... voilà. C'est ouvert. Je pensais peut-être laisser la première question à la presse. C'est Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique. Monsieur le Président, en ce moment, le peuple congolais est vraiment opposé au système en place qui a montré ses limites et qui est très très impopulaire. L'opposition a pratiquement toute la population derrière elle. Vos délégués ont promis en Afrique du Sud qu'il y aurait un candidat unique d'ici le 15 novembre. Première question, vous confirmez cela? Et la deuxième question, c'est par rapport au code électoral. Le système en place fait tout pour ouvrir les urnes, pour falsifier les chiffres. Avec le nombre de militants des partis de la politique, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de mettre des témoins partout pour que, pour une fois, les suffrages des urnes ne soient pas volés? Voilà ma question. Alors, pour répondre à la première question, oui, je confirme le document qui a été signé hier. C'est un accord, c'est des principes qui doivent nous guider à la désignation d'un candidat commun, au plus tard pour le 15 novembre. Donc, durant 2 jours en Afrique du Sud, l'ensemble des leaders de l'opposition se sont réunis pour discuter sur les modalités pratiques pour arriver à la désignation d'un candidat commun à l'ensemble de l'opposition. Les prochaines réunions des leaders devraient avoir lieu avant le 10 pour entamer les discussions. Je dis maintenant avec les responsables des partis politiques directement, parce que là c'était une raison technique au niveau de nos collaborateurs. Et effectivement la nécessité de pouvoir aller aux élections avec un candidat commun, c'est ce qui doit se faire. Et je vous confirme donc cet accord qui a été signé hier. Maintenant, je ne vais pas m'étendre sur le système, tout le monde a démontré, des techniciens, des informaticiens, des experts ont expliqué que la machine n'a jamais été utilisée nulle part au monde, mais simplement un outil qui a été organisé par le pouvoir pour mieux organiser le bourrage des urnes et fausser les résultats. Ça, nous sommes tous d'accord là-dessus. Quant aux observateurs, au niveau des urnes, oui, et des bureaux de vote, comme vous savez, il y aura plus de 100 000 bureaux de vote, selon la cartographie de commission électorale indépendante. Oui, nous aurons des observateurs partout lorsque le vote aura lieu. Nous aurons des observateurs partout, en tout cas l'ensemble de l'opposition aura des observateurs pour s'assurer que le bourrage des urnes n'est pas lu. Mais avant ça, il faut, comme vous savez, régler la question de ces listes, des fausses listes d'électeurs, régler la question également de cette machine à frauder, et faire en sorte qu'on ait dans des élections qui soient crédibles et acceptables par tous. La presse, je ne l'ai pas vu. Monsieur Mbemba, bonjour, Hubert Leclerc, la Libre Belgique. Bonjour, oui. J'avais dit 2-3 questions rapides, je vous promets. Si la CENI ne fait pas marche arrière sur le fichier ou sur la machine à voter, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la première question. La deuxième question a trait à un absent de marque aujourd'hui lors de la marche du 26. C'est l'UDPS qui n'était pas là. Quel est votre regard sur cette absence? Qu'est-ce que cela implique pour le front d'opposition et peut-être le candidat commun demain? Troisième question, ce candidat commun, sur quelle base choisit-on? On a évoqué certains points tout à l'heure, mais surtout avec quel mandat? Est-ce que ce sera un président de
transition qui doit demain promettre d'organiser des élections inclusives, cette fois-ci, sur un délai plus court, un mandat de 2 ans, 1 an, ou que sais-je. Voilà, c'est les 3 questions. La CENI est un organe qui se dit indépendant, mais qui n'est pas indépendant. Ça, il faut le savoir. Elle répond aux ordres du pouvoir. Nous avons des preuves et des photos. Cela dit, je crois que la seule chose que nous pouvons faire pour le moment, c'est demander à la population de se mettre debout, pacifiquement, j'insiste toujours, parce que ce n'est que par là qu'on pourra faire comprendre à cette CENI qu'elle doit arrêter de considérer que la population, elle pourra lui imposer les dirigeants qu'elle-même elle a choisis. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Nous continuerons à nous mobiliser, d'autres marches auront lieu, des événements auront lieu jusqu'au moment qu'ils comprennent qu'on ne peut pas aller dans les élections dans ces conditions pareilles. Si elle ne veut pas écouter, eh bien je pense que je ne veux pas m'avancer aujourd'hui. C'est une décision qui va appartenir à l'ensemble de l'opposition. Mais je pense que nous devrons en tirer certaines conclusions. Mais je ne voudrais pas aujourd'hui, en tout cas, donner mon point de vue. Parce que comme vous savez, la démarche que nous menons aujourd'hui, c'est une démarche d'ensemble de l'opposition. Oui, malheureusement, nous avons constaté l'absence de nos frères de l'UDPS. Je trouve ça regrettable. Je ne voudrais pas rentrer dans un débat polémiqué, mais je trouve ça vraiment regrettable. Je pense que c'est un rendez-vous raté de la part de nos frères de l'UDPS. J'espère que pour la prochaine fois, ils vont se raviver. Mais seulement, il faudrait peut-être leur demander pourquoi cette absence. Je ne peux pas l'expliquer moi-même. En ce qui concerne... Président, oui, excusez-moi. Oui. Est-ce que ça signifie que, puisque vous avez dit que vous alliez vous voir le 10, est-ce que ça veut dire que l'UDPS sera là lorsque vous verrez le 10? Oui, l'UDPS doit être là. Je dirais que la manifestation aujourd'hui, cette stratégie pourrait être mieux expliquée par eux-mêmes, mais je pense bien, les informations que j'ai, ils seront là. Ils doivent être là. C'est dans l'intérêt aussi qu'ils soient là au niveau de cette réunion. Mais pour le candidat commun d'opposition, il y a des pistes dans les accords. Peut-être que ça n'a pas été rendu encore public, mais bien sûr, il faut quelqu'un qui ait une formation, quelqu'un qui ait la stature de pouvoir, à un moment donné, gérer une structure qu'on appelle l'État. Ce sera bien sûr une organisation qui va être partagée. Parce que ce candidat commun pourra devenir président parce que d'autres se sont retirés et d'autres ont été exclus. Et vous avez parlé d'une piste qui effectivement est quelque chose que nous parlons et qui n'a pas encore été clairement définie. C'est que probablement ça pourrait aussi être quelqu'un qui soit là pour que nous mettrions pour pouvoir organiser des élections qui soient beaucoup plus crédibles et inclusives cette fois-ci. Mais ça, c'est une position que nous allons justement discuter à partir du 7 autour du 10. Quels sont les critères et quels sont le rôle que nous allons définir sur ce candidat, autour de ce candidat et après les élections. Mais bon, vous avez cité une piste qui effectivement est dont nous parlons de plus en plus souvent. C'est Winchi, les amis de Winchi de Belgique. En 2006, vous avez mis les témoins dans tous les bureaux de vote et vous avez mis sur pied un centre de congrégation. J'aimerais savoir pourquoi ces centres n'avaient-ils pas donné des résultats escomptés. Est-ce qu'en 2018, on peut s'inspirer de cette expérience? Oui, mais 2006 déjà a été le résultat d'une grande tricherie. Je pense que même le Radio Vatican avait annoncé les vrais résultats. On était arrivé à 54%, on avait gagné les résultats. Aujourd'hui même, certains membres de la communauté internationale qui ont eu les vrais chiffres me les donner. Malheureusement, les choses sont faites de cette manière. Nous avions le centre de population, nous avions des témoins partout, nous avions des résultats qui venaient au fur et à mesure. Mais c'est une organisation, c'est une tricherie qui était organisée, qui était planifiée. 2011, c'était la même chose.
le bourrage des urnes, le remplacement, je veux dire, des échanges de urnes avec des bulletins de vote qui étaient déjà pré-remplis. Tout ça a été vu, c'était filmé, c'était vu sur de tout le monde. Et malheureusement, effectivement, on connaît le résultat. C'est pour ça que nous sommes très vigilants aujourd'hui. C'est la première fois que la population s'approprie de l'organisation et des conséquences d'un vote qui serait tronqué. Je veux dire, des manifestations avant 2006, avant les élections de 2006, n'avaient jamais eu lieu, ni avant 2011. Je pense que le réveil de la population, c'est justement pour qu'on ne puisse pas retomber dans les mêmes erreurs qu'il y a eu en 2006 et en 2011. Oui. Bonjour et bonsoir, Monsieur le Président. Jean-Marie Moyot, MNC France. Dans les cas contraires, Monsieur le Président, s'il arrivait que la CENI fait marche en arrière, quelle sera la projection de la structure de l'opposition? Ça, c'est ma préoccupation. Comment vous allez-vous s'y prendre? Deuxième question, quelle est votre constatation de l'événement qui se passe maintenant, le refoulement de nos compatriotes en Angola? Je vous remercie. C'est la délégation d'Allemagne. En premier lieu, Monsieur le Président, nous vous remercions de votre initiative de l'unité de l'opposition. C'est parce que c'est avec cette unité qu'on peut avancer. Mais nous pensons aussi, compte tenu des déceptions dans le passé, on passe en 2006 à 2011 en ce qui concerne les élections, que cette opposition du Congo ne marche pas toujours comme on l'espère. Alors pour cela, nous avons du point de vue que nous, de MLC, nous avons d'alternatives. Ça veut dire que nous avons le plan A et le plan B. Ma question est que vous confirmez cela, que le MLC marche avec une double stratégie. Donc, en passant au plan A, qu'est-ce que le MLC fait vis-à-vis de l'opposition pour aussi pousser à ce que ce peuple, même si le gouvernement ne fait pas quelque chose, nous de l'opposition, nous sommes à côté de nous. Merci. Les comportements atroces que les femmes subissent, surtout au niveau de l'Est du pays. Je vois les zones telles que le Kivu, Nord, Sud, où des choses invraisemblables se passent là-bas. Et j'aimerais vraiment lui rendre hommage et le féliciter pour, une fois de plus, pour sa désignation, nomination en tant que prix Nobel de la paix. Donc, c'est un grand rôle qu'il joue et vraiment je l'en félicite. J'ai répondu à toutes vos questions, il y avait une deuxième question. Le retour. Pardon? Le retour au pays. Ah, le retour, oui, il me semblait bien. Non, je devais retourner au pays déjà depuis le mois de septembre, mais je vous avoue, sans donner les détails, j'ai beaucoup de rencontres au niveau de l'extérieur du pays et pas simplement ici en Belgique. Je ne fais pas état de l'insécurité de nos mouvements dans le monde, mais je trouve que c'est plus facile d'être par ici pour le moment pour terminer un peu toutes ces rencontres. Je voulais me rentrer aujourd'hui, faire un aller-retour aujourd'hui, mais je n'ai pas pu avoir d'avion disponible. Et pour faire cet aller-retour, pour pouvoir être là présent au niveau de la marche. Mais j'espère bien en tout cas que d'ici, je devrais rentrer d'ici le mois prochain, parce que je voudrais être là en tout cas pour faire campagne pour le candidat commun, et également faire campagne pour nos députés nationaux et provinciaux.